Berger, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes en bonne position apparemment pour conserver votre siège dans la 10e circonscription des Yvelines, soufflée à la droite conservatrice déjà il y a 5 ans. Je dis bien parti, mais une élection n'est jamais gagnée par avance. Vous obtenez plus de 33% contre 22% à votre adversaire NUPS, Cédric Briolet. Mais d'abord, revenons à la situation nationale, avant que Brigitte Boucher ne vous pose toutes les questions sur cette élection. Un sujet de curiosité quand même, Aurore Berger. Pas un mot, pas un seul mot du chef de l'État depuis le vote des Français. Il part en Roumanie et en Moldavie et demain après le Conseil des ministres. Ça ne l'intéresse pas ce second tour ? Je crois qu'il s'est d'abord exprimé avant le premier tour pour redire très clairement aux Français qu'il avait besoin d'une majorité donc absolue pour agir. Je pense qu'il aura l'occasion de le redire évidemment cette semaine. Vous savez qu'il est président de la République et qu'il exerce par ailleurs la présidence aussi de l'Union européenne, ce qui impose aussi un calendrier qui est parfois un peu contraint. Mais je ne doute pas qu'il dira très clairement la nécessité que nos électeurs se remobilisent plus qu'ils ne l'ont fait au premier tour de cette élection législative, de manière très claire. On a eu une forme de démobilisation, en tout cas une mobilisation insuffisante, qui fait que pour l'instant, nous devons absolument... Mais restons sur Emmanuel Macron un moment, parce que Brigitte va vous poser toutes les questions sur les scrutins, mais il semble, le président, avoir du mal à organiser la riposte. C'est le sentiment qu'on a. Il est aujourd'hui, il y a un enjeu majeur pour lui, c'est d'obtenir une majorité. Il n'a pas dit un mot, il a fait déjà une campagne en pointillé précédemment. Il va prendre la parole, vous nous le dites ce soir ? Je pense qu'il s'exprimera évidemment cette semaine. Je le pense, je le souhaite et je pense qu'en effet c'est indispensable parce que le président de la République, à partir du moment où les élections législatives ont lieu après l'élection présidentielle, est évidemment celui qui à un moment donne l'impulsion nécessaire et définitive pour mobiliser notre électorat. On ne vous fait pas dire. C'est une nécessité qu'il puisse évidemment s'exprimer comme il l'a fait avant le premier tour pour marteler l'enjeu qui est celui de ce scrutin, une majorité pour le président de la République, un risque de majorité relative avec donc ce risque d'instabilité, voire pire, le risque d'une majorité pour l'extrême gauche dans notre pays. Brigitte Boucher, c'est à vous. Bonsoir Elisabeth, bonsoir Aurore Berger. Bonsoir. Vous êtes au coude à coude avec la NUP quand on regarde les résultats d'hier soir, c'est l'alliance de toute la gauche. Et on voit aussi que vous perdez 3 points par rapport au score d'Emmanuel Macron au premier tour de l'élection présidentielle. Est-ce que vous avez été désavoué par les électeurs ? Je ne pense pas qu'on puisse parler de désaveu, déjà parce qu'il faudra regarder surtout le second tour, c'est-à-dire la capacité qu'on a à envoyer des parlementaires, des députés à l'Assemblée nationale et à former du coup cette fameuse majorité. Mais c'est un avertissement là quand même qu'on vous a adressé ? Oui, je pense qu'il faut le prendre comme tel. Un avertissement sur la nécessité de se mobiliser, de démontrer qu'on est en campagne, matin, midi et soir, en campagne sur le terrain, en campagne aussi médiatique pour porter les messages qui sont les nôtres, sur l'urgence à agir et agir vite sur les questions essentielles, sur les questions de pouvoir d'achat, sur les questions de santé, sur la transition écologique. Et puis, on a aussi une clarté finalement dans cette élection. On avait une clarté dans la campagne présidentielle avec 2 blocs qui s'affrontaient. Et bien, on a 2 autres blocs aujourd'hui qui s'affrontent, la majorité présidentielle et l'extrême gauche. On voit qu'il y a eu de facto une atonie, une disparition d'un certain nombre d'autres formations politiques. Vous dites qu'il faut montrer aux Français qu'on fait campagne. Est-ce que ça a été l'erreur finalement de cette campagne d'avant-premier tour de ne pas avoir fait assez campagne ? Nous, on l'a fait sur le terrain, de manière évidente. On a 577 candidats qui se sont déployés. On a 421 candidats qui sont qualifiés pour le second tour et qui donc évidemment... Une campagne nationale pour rejoindre ce que disait Elisabeth, avec un Emmanuel Macron qui entre très tardivement en campagne. Et en même temps, on a senti, nous, sur le terrain, que juste après l'élection présidentielle, il y avait une forme de fatigue des électeurs qui n'avaient pas envie qu'on reparte immédiatement en campagne et qu'on les remobilise. Jean-Luc Mélenchon, finalement, ça a fonctionné ? Ça a fonctionné sur une fable, ça a fonctionné sur un mensonge, cette fameuse élection du Premier ministre. Et on voit bien quand même au soir du premier tour politique, non, qu'il ne pourra pas... Non, mais est-ce que Jean-Luc Mélenchon est habile politiquement ? J'en ai jamais douté. Et en effet, il le prouve à nouveau. Certes, la question, c'est qu'au-delà de l'habileté politique et du coup politique, c'est quel est le discours de Jean-Luc Mélenchon et quel est le projet surtout qu'il défend. Et de facto, la manière avec laquelle il a asphyxié les autres formations politiques de gauche qui ont renoncé à des éléments qui étaient des éléments de principe qu'ils avaient pourtant défendus de manière assez acharnée pendant la campagne présidentielle. Que cette alliance, elle tient. Et Jean-Luc Mélenchon, il dit, moi, je peux de quelle encore manière être Premier ministre. Vous y croyez ? Il peut encore être Premier ministre ?
crois absolument pas, je n'ai jamais cru qu'il puisse l'être et je ne crois pas qu'il pourrait l'être. C'est pas le sens de nos institutions, c'est pas notre mode de fonctionnement. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a plutôt deux éventualités, soit une majorité absolue, soit une majorité relative. Pour vous, l'option d'une majorité absolue pour Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui, au regard du nombre de candidats qualifiés, me semble heureusement d'ailleurs. Vous vous souvenez, en écarté. 2017, la majorité, donc La République En Marche, à l'époque qui n'était pas majorité, était en tête dans 400 circonscriptions et finalement vous finissez avec un peu plus de 300. Le rapport de force, il peut éventuellement complètement s'inverser là au deuxième tour. On sait que dans un second tour, c'est une autre campagne qui s'ouvre. Parce qu'on passe parfois de configurations où vous aviez 10, 12, 14 candidats, voire plus qualifiés, candidats sur un scrutin législatif à 2. Il y a très peu de triangulaires. Il y en a 8 cette année. Il y en avait une seule en 2017. Donc il n'y a vraiment que des duels aujourd'hui qui existent. Mais le sujet, encore une fois, c'est le projet politique qui est porté. La force que nous avons, c'est que le projet politique que l'on porte, il est le même depuis la campagne présidentielle. C'est pas ce que dit Jean-Luc Mélenchon. Encore une fois, hier soir, il prend la parole et il dit il y a un projet caché d'augmentation de la TVA. Non mais d'accord, pour revenir à 3% de déficit. Vous avez un projet caché? Bien sûr que non. Ça, c'est le nouveau sujet. C'est la nouvelle tentative de Jean-Luc Mélenchon. Il y a plusieurs tentatives depuis hier soir. Les résultats ne lui plaisent pas, donc il dit que les résultats sont truqués. Ce qui est quand même un vrai problème dans la vie démocratique de remettre Alors, il s'appuie aussi sur le calcul des journalistes du Monde. Ça lui donne évidemment un argument supplémentaire et extérieur à son discours. C'est assez amusant, mais je trouve même plus ça amusant, je trouve ça dangereux, parce que les candidats qui remettent en cause les résultats d'une élection démocratique, on en a connu d'autres dans d'autres démocraties, et ça s'est pas forcément bien fini quand on regarde notamment aux États-Unis. Il parle notamment d'un candidat, M. Rattenon, qui est actuel député, en disant il n'est pas comptabilisé. Ça tombe bien en fait, quand on regarde les candidats investis par NUPES, il n'est même pas sur leur site internet. Donc à un moment, le ministère de l'Intérieur... Mais il a siégé avec eux dans le groupe. Mais il n'est même pas investi par l'Assemblée. Dans ces cas-là, ça voudrait dire que nous, on comptabilise aussi, par exemple, les dissidents divers centres qui se sont présentés, qu'on les agglomère. La réponse est non. Donc à un moment... C'est quoi pour vous cette stratégie-là de contester la comptabilité, encore une fois, qui est portée aussi par des journalistes. Bousculer, déstabiliser les institutions et de dire qu'à partir du moment où les résultats ne lui plaisent pas, eh bien ça veut dire que les résultats sont truqués et mentent. Il avait attaqué les sondages juste avant le premier tour en disant que les sondages le sous-estimaient. Vraisemblablement d'ailleurs, les sondages l'avaient surestimé de 3 points. Il pourrait peut-être les remercier au lieu de les attaquer. Et puis, des fake news en effet. Il nous avait fait le même coup pendant la campagne présidentielle sur l'apprentissage. Il nous avait dit qu'on voulait quasiment faire en sorte que les enfants puissent à nouveau travailler dans notre pays, tout simplement parce qu'on voulait pouvoir... On voit bien votre angle de campagne, en tout cas pour le second tour, c'est attaquer Jean-Luc Mélenchon qui est en tête sur son programme. Non mais c'est dire la vérité à la fois sur les mensonges qui sont les siens. Non, nous n'augmenterons évidemment pas la TVA. Celui qui veut augmenter les taxes et créer même 30 taxes nouvelles, il s'appelle Jean-Luc Mélenchon. Ça, c'est le projet sur dans les 650 les reports de voix. Clément Beaune soutient les candidats de la NUP face au RN. Vous préconisez quoi dans ce cas de figure? Moi, je dis deux choses simples, c'est ce que disait aussi la porte-parole du gouvernement aujourd'hui. Évidemment, aucune voix ne doit aller au Rassemblement national. Jamais nous n'appellerons à voter pour un candidat du Rassemblement national et donc de l'extrême droite. Vous appelez à voter la NUP? Ensuite, dans les cas précis où il y a des duels, c'est-à-dire 58 cas, où il y a des duels entre le Rassemblement national et la NUPES, est-ce que pour autant, ça veut dire qu'il faut appeler à voter pour les candidats d'extrême gauche? Eh bien, la question, elle se pose en fonction des candidats qui sont présentés. Donc c'est bien au cas par cas, en fonction du profil du candidat NUPES. Écoutez, donc il n'y a pas de front républicain, en fait, chez Ensemble. Vous n'appliquez pas le front républicain. Est-ce qu'on peut avoir un front républicain avec des candidats qui, par exemple, ont caillassé la police? Est-ce qu'on peut avoir un front républicain avec des candidats qui rompent avec nos propres valeurs républicaines? Alors évidemment, quand il s'agit de Valérie Rabault, quand il s'agit de Fabien Roussel, le choix, il est très simple, parce qu'on a des désaccords d'idées, mais on n'a pas de désaccords fondamentaux. La ligne, elle est assez illisible. La ligne est un peu illisible entre Clément Beaune et vous, par exemple, il y a déjà une nuance. Non, mais je crois que la ligne, en tout cas, qui a été celle du parti politique qui est le mien, veut dire pas une voix au Rassemblement national, mais en cas de duel, est-ce que pas une voix au Rassemblement national, ça doit être carrément de voter
en faveur de l'extrême gauche, y compris des candidats qui attaquent les forces de l'ordre, y compris des candidats qui rompent avec nous sur les valeurs républicaines et laïques, y compris des candidats qui, honnêtement, sur les questions des droits des femmes ne sont pas au niveau. La réponse, elle ne peut pas être automatique et on doit évidemment regarder qui sont ces candidats. Souvenez-vous quand même, depuis le début des candidats investis par la NUPES, on a eu quand même un certain nombre de surprises quand on a regardé leur parcours. Laurent Saint-Martin, il est quand même, par exemple, face à un candidat qui a dit sur un plateau de télévision qu'il était... Tout le monde peut avoir des parcours un peu compliqués de tous les côtés. On parle de la majorité relative, la nouvelle Assemblée. Oui, la nouvelle Assemblée, selon donc les estimations qu'on a aujourd'hui. Vous pourriez avoir une majorité plutôt relative qu'absolue, plus de chances en tout cas d'une majorité relative, et donc un peu plus de mal à appliquer le programme qui est celui du président de la République. Est-ce que si vous voulez faire passer un certain nombre de réformes, vous pourriez éventuellement vous tourner vers les Républicains pour bâtir une coalition, un accord de gouvernement? Mais moi, ce que je dis d'abord à nos électeurs, ceux qui ont fait qu'Emmanuel Macron a été qualifié au second tour de l'élection présidentielle, c'est mobilisez-vous pour que nous puissions avoir cette majorité absolue. Mais si vous ne l'avez pas, ok, moi, pour une coalition? Je me bats pour que cette majorité puisse exister, pour qu'une majorité absolue existe. Parce qu'une majorité relative, ça n'est pas une majorité dans la vie parlementaire française. Ça n'est pas vrai. Vous n'avez pas trop envie de conclure un accord, en tout cas avec les Républicains? Mais sur quelle base électorale? Sur quel ça sujet? se construit, un accord de gouvernement, ça se fait. Mais ça veut dire que ce sera Emmanuel Macron a souvent parlé de coalition à l'allemande. Ce serait le moment. Vous savez, il y a des projets de loi qu'on a votés avec des majorités plus larges que seulement la majorité qui était la nôtre. Et tant mieux. Ça veut dire qu'on a réussi à rallier en fonction des thématiques, en fonction des sujets, parfois des parlementaires LR, voire aussi parfois des parlementaires. Donc vous êtes plutôt au cas par cas sur certains textes. Pourquoi pas avec les socialistes, pourquoi pas avec les LR? Non, mais ce que je veux, c'est qu'on ait une majorité. Parce que ce que je crois, c'est que le projet qu'on a porté pendant l'élection présidentielle est un projet qui est nécessaire, encore une fois, avec l'urgence à agir sur le plan. Ce projet, il y a une réforme qui est la retraite à 65 ans. Est-ce que vous maintiendrez cette réforme? Et est-ce que si vous n'avez pas la majorité absolue, vous la ferez passer au 49.3? Alors, vous avez 20 secondes pour répondre à cette question très importante. Oui, mais on n'a pas cette le réforme doit exister pour financer nos retraites, pour passer une retraite minimale à 1 100 €. Donc, elle est prioritaire. Donc, elle sera votée, même avec le 49.3 pour avoir une majorité absolue qui fasse qu'on n'ait pas besoin d'utiliser ce type d'outil. Mais je pense qu'on aura une majorité absolue. Donc, merci beaucoup. Merci Brigitte. Merci beaucoup Aurore Berger.